Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack. Tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'Actu, est avec nous. Salut Romain. Salut. Florian est également parmi nous. Bonsoir Florian. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des Activistes ce soir, coup de masse sur les rouges et noirs, retour sur Guingamp Hack. Nous parlerons également des féminines et le moins qu'on puisse dire c'est que ici c'était pas fleuri samedi soir au Stade Océane. Activez-vous en parlant du Stade Océane, votre rubrique. Est-ce qu'on le débaptise le Stade Océane ou est-ce qu'on reste comme ça? Le concours de pronostics continue, retour à peu près sur les classements actualisés après les 2 matchs de samedi. Et nous conclurons, comme à notre habitude, avec quelques brèves du hack. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 3, c'est parti. Retour donc sur Guingamp Hack, qui s'est déroulé samedi en début d'après-midi. Un peu comme tous les matchs du hack. À 14h30, il y avait les féminines. À 15h, l'équipe première. Et à 16h, l'équipe réserve. Attaquons par le morceau principal. La Ligue 2. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match pour une petite victoire sympathique dans les Côtes d'Armor? C'est pas que j'avais prévu l'effet Bazdarevich, mais il s'est révélé assez juste. Une petite victoire 3-1 qui fait plaisir. Un Thierry qui marque, un cornet étincelant. Gorgelin, toujours à son niveau, c'est-à-dire très haut. Quelle conclusion peut-on tirer de cette rencontre? Romain, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, moi je voulais dire que j'avais passé un très bon moment devant le hack hier après-midi. On repart avec les 3 points et c'est ce qu'il faut retenir, c'est le plus important. On bat normalement une équipe qu'on peut considérer comme étant un gros du championnat. Et donc repartir avec les 3 points, moi j'avais misé sur un nul et repartir avec les 3 points c'est vraiment super pour nous. Effectivement on a vu un Quentin Cornet qui a plus qu'apporté au milieu de terrain, un Thierry qui marque par 2 fois et surtout ce qui m'a plu c'est qu'on a vu une équipe qui était solide et solidaire malgré les nombreuses attaques de Guingamp. Il y avait quand même, effectivement, on parle de Quentin Cornet qui vraiment a ébloui la rencontre d'hier. On savait pas trop, soyons honnêtes, on ne connaissait pas ce joueur avant qu'il arrive au hack, on savait juste qu'il était souvent blessé. Et là, après la prestation d'hier, on va tous espérer, on le met maintenant dans la glace, et on le sort que pour les matchs, car il a vraiment apporté du dynamisme, de la vision de jeu, de la technique. Il a été à tous les postes, à droite ou au centre du terrain. Et vraiment, on a vu vraiment, ne serait-ce que sur le premier but où on pense à un moment qu'il va y aller tout seul et il a la vista de décaler Ben Mohamed pour pouvoir marquer un but plus facilement ensuite pour Jamal. Et ensuite sur le deuxième but où il refait encore une percée très intéressante. C'est un joueur effectivement qui est une nette plus-value par rapport à ce qu'on avait, d'autant plus il joue normalement côté droit. L'année dernière, c'était une faiblesse. Au moins, de ce point de vue-là, elle a été palliée. Florian, toi, quel est ton point de vue sur la rencontre d'hier, sur ce que tu as pu en retenir? Alors, quand j'ai vu le score, je me suis dit, oula, le Havre a battu Guingamp, un nom clinquant, qui pour moi ne devrait pas être en Ligue 2. Et après, quand on prend du recul, on voit que Guingamp sort d'un problème extrasportif, changement d'entraîneur, changement de président. Quand on regarde la physionomie du match, on se dit, bon, si le Havre a gagné 3-1, c'est qu'ils ont dû dominer. Pas du tout. Ils ont au contraire concédé beaucoup d'occasions. Il y a eu beaucoup d'espace créé dans la défense du Havre et aussi des erreurs de certains joueurs. Donc c'est un score un peu atypique. On peut rajouter à ça aussi la possible main dans la surface des Havrais. Plus aussi il y a 2 pénaux pour moi. Ouais, il y a 2 pénaux. Possible faute. Certains fans diront que non. Moi, je suis pas convaincu, surtout sur la main. Donc, c'est un score assez flatteur. On prend, hein, comme des fois, on a été un petit peu abusé, comme au premier match sur les faits de jeu qui nous ont coûté un peu des points. Là, on va pas se plaindre, on prend. Point positif, pas de carton rouge. Ça va être utile pour la suite de la saison. Très grand plaisir de voir Thierry marquer.
travailleur de l'ombre l'année dernière qui est enfin récompensé cette année. Très impressionné par Cornet. Et les 2 premiers matchs, on a certes perdu le premier, gagné le deuxième, mais il y avait très peu de création de jeu. Là, enfin, un peu de création. Le premier but dans la construction, il est magnifique, un but d'école. C'était super à voir. Donc à voir par la suite s'il arrive à tenir ce niveau de création. Parce que ça peut être super intéressant et c'est ce qui nous manquait au sein de l'attaque. Et aussi, il faudra retenir, certes, on gagne 3-1, mais il y a quand même 2 buts assez chanceux. Le premier, c'est le défenseur qui la donne à Thierry. Après, il faut que Thierry soit bien positionné, ça c'est clair. Et le deuxième, c'est un CSC où on peut même pas vraiment savoir qui la met au fond. Les 2 joueurs rentrent dans le but avec le ballon. Enfin, c'est à être mesuré. Il y a peut-être 2 pénaux pour Guingamp, on a 2 buts chanceux. On a les points, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut retenir. Tu parlais justement de la situation actuelle à Guingamp où c'est digne des meilleurs soap-opéras qu'on peut nous servir en après-midi. J'avais abordé d'ailleurs le sujet sur France Bleu Normandie dans le cadre de la présentation du match, qui est désormais un de nos rendez-vous particuliers entre France Bleu et Actu. Vous aurez tous les jours de match du HAC une présentation soit par moi, soit par Romain, et ça avait été justement le sujet qui avait été abordé. Jamal Thiaré, enfin récompensé. Tu as abordé le sujet, Florian. Je pense qu'on est tous très heureux pour Jamal. On en a déjà parlé de son don de soi que Jamal peut mettre dans ses matchs. Eh bien, avoir 2 buts comme ça, 2 buts de filou, de buteur, et on peut même dire 2 buts et demi, vu que c'est le CSC de Guingamp est quand même bien provoqué par Jamal également. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. 2 buts comme ça, mais est-ce qu'il pourra tenir toute la saison sur la durée en étant comme ça? Je sais pas vous, mais j'espère qu'il ne va pas piocher trop fort dans sa réserve physique. Espérons-le. C'est tout ce que j'en pense. Romain, qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que ça fait plaisir à voir un Thierry qui marque. Il est bien placé sur les 3 actions. Effectivement, comme tu l'as dit, le 3e but qui est contre son camp, c'est quand même fortement amené par Jamal. Maintenant, c'est sûr que sur ce match-là, on l'a trouvé moins esselé puisqu'il a marqué, mais il est quand même esselé numériquement. C'est le seul attaquant de pointe. Aujourd'hui, effectivement, s'il vient puiser dans sa réserve, on n'est que mi-septembre. On sait qu'on a du mal à partir de novembre-décembre physiquement. On pêche physiquement. Donc il est temps de se renforcer. Après, je voulais aussi revenir, comme l'a dit Florian, tout n'a pas été brillant. On a quand même beaucoup subi. Je trouve que Guingamp était au-dessus dans le jeu largement, dans la possession du ballon, dans la transmission du ballon. Et je trouve que sur ce match-là, on a peut-être un peu pêché aussi. C'est au milieu de terrain. J'ai pas trouvé même si Lecal amène le premier but sur une passe lumineuse, c'est lui qui crée le décalage pour Cornet. Mais derrière, je l'ai pas trouvé à un grand niveau. En tout cas, pas un niveau sur lequel on a l'habitude de le voir évoluer. Et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, Abdelli est bien trop discret pour moi. Et par contre, il a énormément travaillé défensivement sur le match d'hier. Imad, c'est surtout qu'à un moment, ça a été le pendant en fait de Cornet, c'est que Cornet était à droite, il était au centre, il a tout fait. Et à un moment, Imad, il était un peu, moi je fais quoi, quoi. C'est un petit peu, je dis, c'est un peu, t'en fais pas, je m'occupe de tout, va t'occuper. Si Cornet et Abdelli sont capables de travailler des automatismes, à faire des combinaisons pour que les deux se mettent en valeur, ça peut être excessivement intéressant, surtout si Umut Meras revient dans l'équipe et qu'il met ses envies d'ailleurs un peu de côté. On y reviendra dans la foulée, mais offensivement, ça peut être potentiellement intéressant, mais on en revient toujours au système qui est souhaité par Paul Le Guen. Soit on part sur ce 4-2-3-1, soit recrutement d'un attaquant en plus, et on partirait sur un 4-4-2, et dans ce cas-là, quid d'Abdelli. Mais c'est les mêmes questions qui vont se poser de toute façon jusqu'à mi-octobre, ou jusqu'à l'arrivée d'un, voire de 2 attaquants supplémentaires pour compléter l'effectif de Paul Le Guen. Si on réussit à trouver un équilibre et qu'à la fin ça passe, allons-y. Florian, qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, je voudrais rebondir sur le format du système. En effet, si
la piste au haro qu'on entend un peu partout où un autre attaquant arrive, le premier à sortir du groupe, ça sera Abdelli. Je ne le vois pas Paul Le Guen changer les deux centraux au milieu de terrain qui apportent une stabilité surtout du côté défensif. Si Oumout reste, je le vois pas sortir du 11 parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et si Cornet continue à jouer comme il joue là, ça va être difficile de le sortir, surtout que dans les 2 premiers matchs, il n'était pas là, il n'y avait pas de création de jeu. Et là, il fait un match, il est là, il y a de la création. Donc c'est à voir sur la suite. Et à mon avis, oui, le 4-4-2 ou le 4-2-3-1, j'espère pour lui que ça va rester en 4-2-3-1 et qu'on soit efficace dessus, quoi. Romain, quel est ton avis? Oui, non, mais tout à fait. Je pense que, mais on l'avait déjà évoqué, et même avant l'arrivée d'un éventuel autre attaquant au mercato, c'est sûr que Abdelli, c'est la pièce qui reste si on est en 4-2-3-1, et c'est lui qui sort si on passe en 4-4-2, avec la forme actuelle des joueurs. C'est vrai que pour l'instant, il a pas amené ce grain de folie qu'on attend de lui dans la construction du jeu. Et bon, encore une fois, sur les 2 premiers matchs, on pouvait pas le juger. Sur le match d'hier, il s'est fait, entre guillemets, je veux dire, manger par Cornet, qui effectivement était partout sur le terrain. J'ai même aimé les changements qu'il a fait avec Bonnet, droite-gauche, au centre, etc. Donc, pour l'instant, sur le match d'hier, Imad, si on doit passer en 4-4-2, c'est Imad Abdelli qui sort. Partons justement au niveau du recrutement qui est en train de s'agiter. Il y a eu une petite interview de Guillaume Haro accordée à la chaîne Téléfoot, dans laquelle il a clairement indiqué que Paul Le Guen l'avait contacté. Selon les informations qui ont été confirmées, on sait qu'il a une offre sur la table. Flo Ciel et Marine, selon ces informations, lui a dit que l'offre a été revalorisée et que maintenant c'est à Guillaume de décider oui ou non. Karim El Berkaoui, de son côté, on a su qu'il avait eu son laissez-passer pour venir, mais que si sa visite médicale ne s'était pas produite, c'est parce que son agent, lui, n'avait pas eu le dit laissez-passer. Donc, on est encore reparti dans un délai. Nous sommes à l'heure actuelle proches de la mi-septembre. Il nous reste donc, grosso modo, 4 semaines avant la fin du mercato. Et on est toujours bloqué dans certaines choses. Messieurs, on fait quoi? On attend, on a des objectifs, on active des pistes, on réactive des pistes plus ou moins foireuses ou plus ou moins fausses qui ont été lancées, ou on attend calmement que l'une ou l'autre ou les deux des pistes précédemment annoncées se terminent. Romain. Moi, j'ai toujours pris position pour El Berkaoui. Apparemment, on est passé tout proche de sa visite médicale. Malheureusement, je vais reprendre un terme bien utilisé par Paul Le Guen. Ça a l'air compliqué au niveau de la situation pour avoir les visas. C'est dommage que on n'ait pas pu faire cette visite médicale. Je comprends que le joueur doit être représenté avec son agent, mais quelque part c'est dommage. On aurait peut-être quand même pu avancer sur le dossier avec l'avenue du joueur, au moins pour passer la visite médicale d'un point de vue médical. C'est dommage d'être encore dans cette situation pour une histoire de visa, même pas pour le joueur, mais pour l'agent. Et ensuite, Guillaume, encore une fois, moi je souhaite que ça, que de le voir revenir sous les couleurs ciel et marine. Mais encore une fois, rien que pour le vestiaire, rien que pour encadrer les jeunes avec Gomez, Bentil, qu'on a devant, Mahmoud, etc. Ça serait vraiment top qu'on ait ce retour de Guillaume Haro, faire rentrer ce genre de physique sur une fin de match pour aller gratter des ballons dans les airs ou gratter des ballons sur des corners, etc. Ça serait quand même vraiment top. Et puis pour le symbole, moi je suis un grand partisan du retour de Guillaume Haro. J'espère vraiment qu'il va suivre la voie du cœur comme il le dit dans la vidéo, et j'espère vraiment qu'il va le faire. Florian, qu'est-ce que t'en penses? Je suis toujours partisan de défendre le club et d'attendre. Parce que bon, certes, un mois, ça va passer vite, mais ça laisse du temps. Par contre, je trouve que ça fait quand même beaucoup d'histoires de visa, de papiers qui arrivent pas à l'heure et tout. Quand même, c'est un club pro. Il y a un moment, faut peut-être... je sais pas comment ça fonctionne, hein, je suis pas interne au club, je vois pas comment un recrutement se fait. Ça fait quand même beaucoup pour le même club d'avoir toujours des soucis de papier, de pas à l'heure, pas à temps, ou alors un problème qui est pas signé, machin. Ça commence à faire beaucoup. Je dirais pas très loin dans mes propos pour dire que c'est de l'incompétence, mais c'est quand même récurrent grave. en tout cas.
C'est quand même grave pour un club de Ligue 2 d'avoir des problèmes comme ça. Après, il y a d'autres clubs. On va relativiser aussi. Il y a des clubs de Ligue 1, ça arrive. Il y a des clubs aussi à l'étranger, ça arrive. Mais quand on est en interne et qu'on voit qu'il y a, sur le même mercato, il y a au moins 2 joueurs, de ce que je comprends, où il y a des soucis de papier, ça fait beaucoup. Alors après, on avait déjà parlé au tout début du mercato que quand on a une option 1, il faut jamais se rabattre sur une option 2 ou 3. Il faut faire le forcing pour la 1. Et si la 1 ne passe pas après, on envisage toutes les situations. Là, l'option 1 est encore disponible. Ça a l'air d'être avec le joueur OK. Il y a juste à faire la visite médicale. Donc, il faut foncer. Il faut régler le problème au plus vite pour récupérer le joueur. Mais ouais, moi, c'est le seul souci que j'ai avec le mercato du Havre. C'est ce retard dans le côté administratif qui devrait être le b.a.-ba, je pense, du recrutement, quoi. Et par contre, toujours pas de nouvelles de défenseurs. On nous a parlé à un moment possible d'un défenseur qui est à rechercher. Toujours pas de nouvelles. Donc, est-ce que Paul Le Guen va se contenter de Erson, Mayembo, Basque qui met derrière et Gibo qui peut dépanner aussi en centrale? Moi, je pense que la clé c'est l'éventuel départ de Lecal, Florian. Si Lecal part, peut-être qu'il remet Romain Basque au milieu. Et dans ce cas-là, il nous faut un défenseur central. Et si Lecal reste, parce que pour l'instant, il n'y a pas de news des Saoudiens, peut-être qu'il veut laisser Basque en défense centrale, parce qu'il faut dire qu'il fait des bons matchs, non ? Pour le moment, Romain Basque, vous le voyez sortir là, de la défense centrale? Il y en a un de vous deux qui le voit sortir de la défense centrale? Pour moi, la question, c'est de savoir qui joue à côté de lui. Il a obtenu sa place, c'est terminé. C'est pas faux. Donc, moi, j'étais pas pour au départ. J'aime pas trop quand les joueurs changent de poste comme ça, quand c'est pas vraiment leur poste. Et à vrai dire, il s'est habitué. Et en fait, je pense que son principal atout, c'est sa qualité de relance, qui fait que derrière, c'est un petit peu des fois la panique. Et on l'a bien vu, des fois, ça casse des lignes pour passer de défense à milieu et même des fois de défense à attaque. Et du coup, c'est très intéressant qu'il soit là. Après, pour les Cals, s'il part, ouais. On avait vu une piste, je crois, je veux pas dire de bêtises, d'un Nigérian, j'avais vu traîner à voir aussi pour remplacement. Après, je pense que la piste du milieu de terrain, c'est vraiment 6 départs. Et c'est vrai que pour l'instant, avec les Cals, on sait pas trop. Ça serait bien aussi que cette affaire soit conclue avant la fin du mercato. Parce que si c'est pour que la dernière semaine, ils nous disent, au final, je pars, qu'on se retrouve un peu comme des cons, ça serait dommageable. Ensuite, ce serait étonnant, les négociations sont en cours depuis quand même un moment, et de la même manière, ce serait pas étonnant que Vincent Volpe dise aux représentants de Victor, si vous voulez un accord, c'est avant telle date. Moi, à partir de telle date, je considère qu'il reste et je bloque la porte, sachant qu'il est en mesure financièrement de bloquer la porte. Donc, ça peut aussi accélérer. De la même manière, nous aussi, par contre, on peut aussi avoir l'effet inverse, de dire si vous voulez recruter un de nos joueurs, c'est avant telle date, et si vous le faites pas avant, ce sera considéré comme un paix. Paul Le Guen est en train de monter quelque chose. On sait très bien que numériquement, on est un peu juste en termes d'attaque, parce que il y a que Jamal Carré qui a un peu de bouteille, tout le reste, le banc de touche de samedi dernier, on l'a bien vu, c'était très 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 jeune, ne serait-ce qu'en... Alors en termes de match professionnel, c'est quasiment le néant, et tu avais beaucoup de joueurs qui avaient même pas 20 ans. C'est là, je reprends le mot de Paul Le Guen, ça va être compliqué si effectivement tu fais la saison qu'avec ça, et avoir un petit peu plus de bouteilles, ce serait pas mal. En termes de défense, ça dépendra effectivement pour moi du départ ou non de Victor, qui fera que Romain remontera ou pas au milieu de terrain. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour à peu près au niveau de l'équipe professionnelle masculine. On va parler rapidement des féminines qui, il y a 10 jours, donc, ont commencé tambour battant 4-0 face à ici. Victoire aussi, là aussi, peut-être un peu flatteuse au niveau du score, peut-être pas au niveau de la finalité de la victoire, mais défaite 3-1 face à Fleury. Ce qui est certain, c'est que ceux qui pensaient que ça pourrait se passer mieux que pour une équipe promue sont redescendus sur terre, et ça va commencer à être plus compliqué que ce qu'on pensait, encore que
on espérait peut-être au mieux une 6e, 7e place, qui aurait été très bien pour une première année. Florian, qu'est-ce que tu penses des résultats là, des féminines? J'ai regardé un petit peu les résultats, j'avoue, je n'ai pas vu les matchs. Quand j'ai regardé les résultats, j'ai vu ici 4-0, je me suis dit, c'est intéressant, c'est un bon résultat et tout. Et après, j'ai vu que ici n'était pas là l'année dernière en première division. Ou alors ils étaient peut-être sous un autre nom. Donc pour moi, c'est un promu. Et quand j'ai regardé les autres résultats, je me dis, à mon avis, c'est une équipe qui finira reléguée. Alors après, on est au bout de 2 journées. Je fais, à mon avis, c'est une équipe qui finira reléguée. Ensuite, j'ai regardé Fleury, et eux, Fleury était là, déjà là l'année dernière, et ils étaient au milieu de tableau. Donc je me suis dit, c'est un vrai adversaire de Ligue 1, et là, elles ont perdu. Donc c'est à voir. En plus, là, j'ai regardé le but ils marquent un but à la 18e et ils en prennent un à la 19e. Donc c'est peut-être un signe de relâchement, ou peut-être on a fait le plus dur contre une équipe rodée. À savoir qu'ils vont au prochain match, ils vont affronter le Paris FC, qui a fait une victoire, une défaite aussi comme le HAC. Sauf que la différence, c'est que le Paris FC, la première journée, ils ont joué Lyon. Autant dire que c'est un match que presque personne ne peut gagner. Donc c'est à voir sur la suite de la saison. L'objectif, évidemment, comme tout promu, c'est le maintien, l'assurer le plus vite possible. Et je me suis renseigné du coup sur le dernier championnat, voir le nombre de points qu'avaient les 2 relégables et le premier non relégable. Donc pour l'exercice de l'année 2019-2020, donc le dernier c'était Metz avec 2 points, le 11e c'était Marseille avec 6 points, et le 10e et non relégable, il avait 13 points. Et c'était Soyaux. Donc ça fait pas beaucoup de points, mais en même temps il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc il ne faudra pas trop traîner en route, et s'il y a des fins de match un petit peu ratées, il va pas falloir se mordre les doigts, parce que ça peut être distancé très très vite dans ce championnat. Romain, qu'est-ce que tu en penses? Autant chez les gars, on est un peu court numériquement, autant chez les filles, il y a un bon mercato avec de la qualité et des joueuses reconnues. Maintenant, le problème des filles sur ce début de saison, c'est qu'il y a énormément de blessés, donc elles sont un peu courtes numériquement dans la période actuelle. Maintenant, elles le sont pas quand tout ce monde-là sera revenu. Faut savoir qu'il y a une petite jeune qui a été de 16 ans, qui a été alignée hier par Thierry Huvenard en défense. Ils avaient travaillé la défense que la veille du match. Donc là-dessus, d'après les dires de Thierry Huvenard, elle a fait une très bonne période. Première période, pardon, et après les filles apparemment, au bout de 70 minutes, elles étaient à bout de souffle. Et donc il y a pas de profondeur de banc pour l'instant pour Thierry Huvenard. Et je pense que sur le match d'hier, elles auraient pas pu faire autrement. Elles sont reparties du stade Océane avec 0 point, mais apparemment il y avait pas grand chose d'autre à faire. On leur souhaite en tout cas une bonne saison. Elles portent aussi haut les couleurs du HAC qu'elles le peuvent. Et Vincent Volpe a mis des moyens. Il demandera également un minimum de résultats. On ne doute pas que le boss va regarder la situation de très près. Mais parlons maintenant de vous, chers amis auditeurs. C'est maintenant la rubrique Activez-vous. Donc, Activez-vous cette semaine, une petite nouveauté. C'est venu d'un article de Christophe Fréboulet, donc de la presse avraise, qui a lancé l'idée en l'air de rebaptiser peut-être le stade du nom d'Antoine Rufenacht, décédé ces derniers jours. Immédiatement, les internautes se sont prononcés. En tant que membres d'Actu et des activistes, Romain et moi, nous nous sommes prononcés contre ce baptême du stade Antoine Rufenacht pour diverses raisons. Vous retrouverez nos interventions sur notre fil Twitter et également sur l'article dans Paris Normandie. Je vais vous indiquer déjà personnellement ma position. Antoine Rufenacht, pour moi, avait déclaré à l'époque que si le HAC se qualifiait pour la Coupe d'Europe, nous pourrions tout à fait la jouer à Dornano pour justifier de ne pas construire un stade. Ça serait donc cocasse de lui donner le nom au stade Océane d'un quelqu'un qui ne voulait pas en voir sa construction initialement. Il y a beaucoup d'autres endroits au Havre qui peuvent être renommés. La place de l'Hôtel de Ville s'appelle place de l'Hôtel de Ville. On peut tout à fait l'appeler place Antoine Rufenacht, ça ne me gênerait pas outre mesure. Mais pour le stade, je pense que nous avons des noms suffisamment disponibles
pour pouvoir honorer la mémoire de nos glorieux anciens. Et je crois que je ne suis pas le seul dans cette position. Romain, tu as les résultats du sondage. Quelle tendance se ressort de là-dessus? On a une majorité de gens qui ne veulent pas d'un nom de politique pour être apposé sur le nom du Stade Océane. Ouais, donc on avait lancé le sondage, on avait fait 4 propositions sur un éventuel naming du stade. On a proposé aux gens une marque, un président du HAC, un politique ou carrément pas de naming. Moi personnellement, j'étais très étonné de trouver si peu de voix pour le pas de naming, puisque je pensais que c'était la grosse tendance. Mais bon, le pas de naming l'emporte quand même à 43%. Ensuite, les gens se sont prononcés plutôt si on devait renommer le Stade Océane pour une marque à 33%, un président du HAC à 21%, et on vient d'en parler, un politique loin derrière à 3%. Et on avait aussi demandé aux personnes un peu de se prononcer et de donner des noms même originaux s'ils le voulaient. Moi, j'ai retenu plusieurs propositions des followers, je vais vous en faire part maintenant. T-Runner qui nous dit que sur le plan économique, il est évident qu'une marque peut apporter au club. Il trouve que perso qu'à l'état actuel, mais il préfère l'état actuel avec le nom du Stade Océane. Maintenant, il se voile pas la face, il pense qu'il va falloir renommer ce stade. On a une proposition assez originale de Deschaz qui dit qu'il faut trouver le moyen de négocier un naming avec la marque Oxford et un autre avec la marque Cambridge. Ça sera toujours ça de gagner. Oui. Alex LH760 qui nous dit qu'il aimerait aussi que le stade s'appelle Jean-Pierre Huro, mais pourquoi pas un naming genre Siemens Arena qui ramènerait de l'argent. Amo76 qui dit pour répondre à ceux qui crient au loup quand on évoque le nom d'un politique, qui était Deschazeaux au fait. Donc un élu, une personnalité locale ne redevient pas un politique que dans les bouches de ses opposants. Alors là, je vais apporter un petit éclaircissement. Ce qui était possible et ce qui était convenu il y a quelques années l'est peut-être un peu moins maintenant. C'est juste ça. Peut-être que effectivement à l'époque donner le nom d'un élu important de la zone était peut-être facilement accepté. Peut-être que maintenant ça passerait un peu moins. C'est peut-être un rapport qu'on a aux politiques qui a changé, mais ça c'est juste une opinion personnelle. Florian, quel était ton point de vue toi, sur la situation justement par rapport au nom du stade? Pour moi, déjà, j'aime pas trop concilier politique et football. Alors après, oui, si par le passé, il y a eu des stades qui se sont nommés ainsi, moi je suis pas vraiment fan de ce côté-là, pas parce que je suis d'un bord politique ou autre, c'est juste que je trouve pas ça très intéressant. Je suis plus pour le naming d'une marque. Je peux comprendre ceux qui ne veulent pas changer, mais quand, par exemple, je prends l'exemple tout bête de Marseille, maintenant c'est l'Orange Vélodrome, tous les Marseillais l'appellent le Vélodrome. Personne ne l'appelle l'Orange Vélodrome, c'est juste pour la télé, c'est juste pour les droits que récupère le club. Donc dans l'inconscient, il s'appellera toujours le Stade Océane. Même que ce soit, je sais pas, le Siemens Océane, comme avait dit un auditeur. Donc pour ça, c'est pas gênant. Et d'ailleurs, juste la petite aparté, on a Oxford 92 qui dit qu'importe le nom donné, on continuera de dire tu viens au HAC ce soir. Oui, ça changera pas, ça ne changera pas. Voilà. Et avec un Aubin-Day à la fin, bien évidemment. Voilà, continue Florian. Et du coup, moi j'ai fait un petit peu de recherche sur le naming, donc bon, évidemment, c'est quelque chose qui est apparu aux États-Unis. Aux États-Unis, sur les clubs de baseball, il y en a 23 sur 30 qui ont un nom de marque. Au basket, 29 sur 30 et au football américain, 24 sur 32. En France, ça arrivé en 2011 avec Le Mans, qui a appelé son stade le MMA Arena. Ensuite, on a eu Nice, Bordeaux, Lyon et Marseille. Même la plus grande salle de France, qui est Bercy, maintenant s'appelle l'Accor Hotel Arena. Donc, faut pas s'étonner, hein, si Bercy a changé son nom pour Accor Hotel Arena, c'est pas le petit Stade Océane qui pourra faire comment dire, sa révolution. Et pour prendre un petit exemple, Jean-Michel Aulas, c'est lui qui a négocié le nom du Groupama Stadium en 2017. Et il a réussi à en retirer un montant annuel entre 5 à 7 millions d'euros. Alors on va pas se voiler la face, le Stade Océane ne vaut pas 5 à 7 millions d'euros. Mais si imaginons il y a un contrat qui est signé entre 1 et 2 millions d'euros, c'est-à-dire que cette somme revient tous les ans dans les caisses du HAC. Après, on aura toujours le débat de à quoi sert l'argent et qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est toujours ça de prix. Comme je le dis, évidemment, si le stade s'appelle le Otakos Stadium ou le
McDonald's, machin, évidemment, ça fait tâche. Mais si c'est une nom de marque à la Siemens, à la Groupama, à la Conforama, enfin, je sais pas, n'importe lequel, c'est pas trop gênant. Et comme je le dis dans l'inconscient, tout le monde l'appellera encore le Stade Océane. Donc pour moi, je serais plus partant pour partir sur une marque qui pourrait apporter un petit peu d'aisance financière au club. Très bien, messieurs. Donc, sujet à suivre. On n'en est même pas au balbutiement d'une éventuelle décision par l'ACODA, qui est quand même propriétaire du stade. On verra si le dossier évolue dans les prochaines semaines. Concours de pronostics, notre cher concours de pronostics sur actu.fr. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site actu.fr et de pronostiquer pour les masculines et les féminines. Est-ce que nous avons le classement mis à jour, Romain ? On a le classement après les matchs de la semaine dernière, donc après Amiens, il y a 15 jours, excusez-moi, après la trêve, les matchs, et les filles donc qui avaient fait leur premier match de D1. On n'a pas le classement après les deux matchs de samedi, ça va arriver rapidement. Donc pour l'instant on a Angelina qui est première avec 20 points, deuxième Nono 27-210 avec 17 points, et troisième et quatrième ex-aequo El Nino 76 et Gulissam qui était bien placé l'année dernière, je me souviens de ce pseudo, il devait être dans les 3 premiers. Donc c'est quelqu'un qui nous suit depuis longtemps et qui joue à nos pronos depuis un moment et qui a déjà remporté des lots. Je voulais juste faire un petit rappel à nos followers. On vous propose de jouer sur les matchs et de la Ligue 2 et de la Division 1 des féminines. C'est très important de participer aux deux. Pourquoi ? Parce que vous marquerez plus de points tout simplement en participant aux deux et aux pronostics sur les deux équipes. Parce qu'on a un tout petit peu moins de retours sur les féminines, mais c'est très important de participer, même si malheureusement vous vous intéressez pas à ce championnat, ça vous apportera des points. Et d'ailleurs, le classement, c'est le total des points de tous les matchs féminines et Ligue 2 confondus. Donc c'est très important, si vous jouez à nos pronos, de continuer à parier à pronostiquer sur les féminines. Eh bien, vous avez compris. Maintenant, n'oubliez pas de pronostiquer sur les deux matchs. Je voudrais juste partager avec vous 2 petites brèves que nous avons vues. Florian, à toi la première, le centre de formation du HAC a fermé à cause du Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah ouais, on a appris ça au courant de la trêve, je pense même peut-être un petit peu avant, que le centre de formation du HAC a fermé pour cause de Covid. Plusieurs jeunes du centre ont contracté la maladie qui un peu bloque le monde en ce moment. Et du coup, ils ont dû fermer certaines sections. Je crois qu'il y a peut-être celle de moins de 15 ans qui pouvait encore s'entraîner, mais avec des horaires très espacés. Ça touche tout le monde, hein, le monde pro et le monde d'un peu plus jeune. On voit beaucoup d'équipes, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, même à l'étranger, qui ont dû stopper les matchs pour cause de Covid ou qui ont perdu des joueurs à cause du Covid. Enfin, quand je dis perdu, ils sont pas décédés, hein. On se calme quand même. Mais ça va paralyser. Comment on voit ça sur l'avenir ? Est-ce que ça peut impacter ? Alors, ça va, là, c'est les jeunes de formation. Je dis pas que c'est grave pour le championnat, c'est quand même handicapant. Mais pour des matchs de pro où il y a de l'argent en jeu, des droits télé, des matchs à reporter, comment on pourra vivre cette saison avec le Covid et le football ? Eh ben, espérons en tout cas que la situation se décante. C'est vrai que revoir des stades pleins et ne plus être embêté par cette maladie qui nous pourrit un peu les têtes, ça ferait beaucoup de bien. Pour terminer, une petite expérience personnelle que je voulais vous faire partager, chers amis auditeurs. J'ai appelé ce petit sujet à la boutique, on passe à la caisse. Je vous explique que j'ai voulu commander sur la boutique en ligne du HAC récemment. Il y avait certaines promotions qui étaient en train de se faire et je fais mon panier. Entre autres, je voulais faire une provision de masques en tissu du HAC parce que je les trouve d'ailleurs plutôt pas mal, assez facile à porter. Donc je fais mon panier et je vois livraison gratuite à partir de 60 €. Bon, j'en avais pour 40 € de masse. Je dis allez, on va compléter jusqu'à 60. Comme ça, ce sera toujours ça de gagner. Je monte mon panier, il est indiqué plusieurs fois sur les panneaux
livraison gratuite à partir de 60 €. Et à mesure que vous remplissez votre panier, vous avez aussi, il vous manque tant avant d'avoir la livraison gratuite et le décompte se fait 55 €, il vous manque 5 €. On va jusqu'au bout, je fais 60. Et au moment de conclure le panier, dis donc, en fait, la livraison, elle est gratuite qu'à partir de 90 €. Et en fait, on voit ce message uniquement dans les conditions générales de vente. Donc, cher ami du hack, responsable de la boutique en ligne, si tu pouvais à minima remettre à jour certains visuels pour que ce soit plus 60 mais 90, ce serait très bien. Ça éviterait de faire un petit peu de putaclic. Après tout, nous sommes des clients. En tout cas, c'est ce vers quoi nous tendons. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Vous pourrez nous retrouver également sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts ainsi que sur Twitter @actu_fr. Rejoignez-nous également sur le site actu.fr pour vous inscrire pour le concours de pronostics et pour recevoir aussi toutes les notifications de sortie de nos nouveaux articles. Vous nous retrouverez également sur France Bleu Normandie tous les matins de match dans les journaux de la rédaction. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack!